Et bienvenue dans Tunnel. Si vous nous rejoignez juste à présent, je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming et sur YouTube d'ici quelques jours. Je vous rappelle que c'est férié et que ce soir, nous travaillons toutes en ce jour férié. Merci de bien nous écouter. Ce soir, je suis avec Christelle Murula, Rokhaya Diallo, Soraya Razel et Fadili Camara pour parler du corps des femmes. Et la question que je voulais vous poser, maintenant qu'on a un petit peu parlé du moment où on devient une femme, ou plutôt où les autres nous font bien sentir qu'on devient une femme à leurs yeux, parce qu'on n'est pas forcément prête, c'est les modèles que vous avez pu avoir en grandissant, que ce soit des modèles... là, je parle vraiment des modèles physiques puisqu'on est sur le corps, des modèles familiaux, des modèles qui vous ont entouré, ou peut-être des princesses Disney, des mannequins, des modèles et éventuellement d'ailleurs un manque de modèles. Peut-être est-ce que vous avez une représentation qui vous plaisait en grandissant? Alors moi, j'avoue que j'étais une jeune fille, une enfant beaucoup réfugiée dans l'imaginaire, et donc c'est vrai que j'étais très très sensible en fait aux figures de fiction. Et aux animés en particulier. Moi, j'ai vraiment grandi avec énormément d'animés, en lisant beaucoup de mangas, de bandes dessinées. Et il y a pas longtemps, il y a un film d'animation qui est sorti sur Netflix qui s'appelle La Rose de Versailles, en fait, qui est adapté d'une série des années 80 qui s'appelait Lady Oscar. Et en fait, Lady Oscar, ça raconte l'histoire pré-révolution française. D'un garde de l'armée royale qui a 5 filles, en fait, au bout de la 6e, il en a marre, il dit tu seras un garçon. Et donc cette fille est élevée comme un garçon, alors, en tout cas, pas en étant identifiée comme un garçon, mais en ayant les attributs d'une future responsable de l'armée. Et en fait, moi, c'est un personnage qui me fascinait, parce que son genre était pas caché, on savait que c'était une fille, mais c'était la capitaine de la garde royale de Marie-Antoinette. Et ce qui était fou, en fait, dans son dessin, c'est qu'elle avait une espèce d'ambiguïté qui faisait que, en fait, quand elle était dessinée à côté de personnages masculins, elle était un petit peu plus petite, avec des traits qui apparaissaient féminins. Mais quand elle était dessinée aux côtés de personnages féminins, elle a été plus grande, avec des traits qui semblaient plus masculins. Et j'adorais son ambiguïté, j'adorais le fait qu'elle soit à ce point en dehors des canons de la féminité, tout en étant une femme combattante, sensible aussi au sort, parce qu'elle était issue de l'aristocratie, mais donc sensible au sort du tiers-état, puisque c'est pré-révolution. Et moi, pour le coup, c'est un personnage que j'adorais. Et en fait, j'ai toujours aimé les personnages qui étaient un petit peu comme ça entre deux, et les femmes qui se battaient physiquement, quoi. Donc peut-être que ça t'a inspiré en plus à avoir cet esprit justement combatif, et toi t'es très engagée pour toutes sortes de droits humains, on le disait dans l'intro, tout ton travail se concentre autour de ça. Est-ce que tu penses que le fait justement d'être de grandir avec la visualisation justement de modèles comme ça qui se battaient pour les autres, ça a pu susciter ces vocations-là? Je pense que oui, je pense qu'il y a quelque chose dans mon éducation. Il y a un truc que j'aime bien raconter. Quand j'étais petite, en fait, ma mère, quand j'allais à l'école, elle me disait si on te tape, tu tapes. Et vraiment, c'était pas Montessori. Mais là, tu vois, c'est vraiment pas. C'était pas Jésus-Christ, c'était pas Montessori, c'était vraiment en gros, tu tends pas l'autre joue, tu tapes. Mais Ghetto-Sori. Oui, c'est Ghetto-Sori avant l'heure. Et en fait, ce que je trouve formidable rétrospectivement, c'est que c'est vraiment un apprentissage à protéger l'intégrité de ton corps. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut te porter atteinte sans que tu ne répondes. Tu n'acceptes pas, en fait, qu'on te fasse du tort, qu'on te fasse du mal et qu'on fasse quelque chose que tu ne souhaites pas. Et clairement, oui, je pense que ça m'a forgé dans le fait de contester les choses avec lesquelles j'étais en désaccord. Clairement, je la remercie parce que je donne un autre sens aujourd'hui à ce qu'elle m'a dit quand j'étais petite, quoi. Et on voit que tu l'appliques en plus. Si on me tape, je tape, oui. Autour de la table, est-ce qu'il y a eu des représentations particulières qui, vous pensez, vous ont vraiment marqué? Soraya? Ah, pardon, je croyais que tu m'en regardais. Non, mais je t'en prie. Des représentations qui m'ont vraiment marqué quand j'étais petite. J'avais d'autres exemples que ceux qu'on nous donnait un peu. C'était plus. J'ai toujours été passionnée par Mata Hari, Joséphine Baker, par Caroline Otero, ces femmes issues de milieux qui ne sont pas forcément favorisés, mais qui ont réussi à faire la différence dans un Paris de la belle époque à leur temps et tout. Un peu plus tard, après, il y avait très peu de femmes qui étaient issues de minorités ou quoi à la télévision, on en voyait peu. Il y a Monia Cachemire, bien sûr, que je voyais chez Ardisson, que je trouvais resplendissante. Et puis, je sais que ça va te mettre mal à l'aise, Rokhaya, mais par la suite, il y avait toi. T'as toujours été aussi un vrai exemple. Il y en avait peu, donc vraiment, il y avait Fadela Camara à un moment donné, mais bon. C'est vrai que c'était très difficile de trouver des exemples de représentation, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait incarner les nôtres, tout simplement.
Oui, t'as créé en fait de la représentation peut-être que de puissance que tu aurais aimé voir aussi. Exactement, j'ai essayé de me dire que si on nous fera jamais une place en fait. Je me suis dit que c'était à nous de la créer. Je pense que c'est nécessaire aussi de déranger pour pouvoir se frayer le passage. Pas que juste pour les Vixiennes, etc. Ça va au-delà de ça. Ça va aussi dans le fait de prendre des postes à responsabilité dans le milieu de la musique, de pouvoir s'imposer là où il y a peu d'hommes, comme le font certaines femmes, à l'instar de Juliette Fievé qui excelle dans cet art, ou Oriana Convelbo, pareil. Qui était aussi là, évidemment. Voilà. On l'embrasse. Donc forcément, je ne peux que penser à mes sœurs qui excellent dans le rap, et pour moi, elles sont des exemples même d'aujourd'hui. Vas-y les Christelle, ça vous parle tout ça? Justement, ce manque de représentation qu'il y a eu et qu'il fallait peut-être se raccrocher aux quelques qu'il y avait et à leur puissance. Carrément. Enfin, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petite, j'avais pas vraiment c'est pas que j'avais. Moi, il y a une personne que j'aimais beaucoup, c'était Raven Simonet. Parce que moi, je suis de l'époque de Phénomène Ravel, voilà, des années 2000 et tout. Donc moi, elle me faisait rire. Enfin, vraiment, moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette fille-là. Et en plus, elle me ressemblait. Enfin, il y avait tout un truc. Mais je sais qu'avant ça, moi, mes références, elles étaient très américaines, pour le coup. Parce que, enfin, vraiment, moi, j'avais du mal à m'identifier. Je me souviens même que quand j'étais petite, j'avais des Barbies. Mais toutes mes Barbies, elles étaient blondes, aux yeux bleus. Et j'étais là, ok, on va faire avec ce qu'il y a. Et il y en a eu une, à un moment, c'était Michel. Il y avait une petite Barbie noire qui s'appelait Michel. Elle était curly à moi. C'était pas une Maïsine? Maïsine, le prénom? Non, mais il y avait d'autres. Il y a la journaliste culture qui se rappelle de toutes les traînes depuis sa naissance. Nous étions dans les Après, il y avait Bratz, tu vois, qui correspondait plus à nos codes. Mais avec Bratz, les après, me faisait peur, moi. C'était plus sexualisé déjà. Les têtes étaient un peu surdimensionnées. Ouais, non, clairement. Moi, Bratz, j'avoue que j'ai pas du tout accroché pour le coup avec les Bratz, très honnête. Mon petit frère, c'était une pote de Barbie. Pardon ? Michel, c'était une amie de Barbie. Ouais, c'était une amie de Barbie. Vraiment curly, tout ça. Et donc, je me souviens que on a eu cette Barbie, c'était une édition limitée en plus, et on était hyper contentes. On était là, punaise, ça y est, on en a une, elle est comme nous et tout ça. Bon, on a eu beaucoup de mal à gérer la Barbie très vite, parce que du coup, on n'était pas habitués. Comme ces hélices sont tirées, on se disait, faut tirer, en fait, on comprend pas. Donc moi, j'avoue que moi, mes références, elles ont été très américaines. Moi, j'ai très tôt su que je voulais être comédienne, donc forcément quand je regardais la télé, tout se passait plutôt là-bas. Et après avec le temps quand même en France, enfin il y a un vivier aujourd'hui, je trouve que c'est même en expansion, c'est plutôt cool. Mais quand j'étais petite, quand je regardais la télé, je me disais purée, en fait il faut avoir les cheveux lisses. Enfin vraiment, et moi ça a duré très longtemps. J'ai pris vraiment du temps à ne serait-ce qu'accepter genre mon cheveu tel qu'il est. C'est vraiment peut-être à l'âge de 19, 20 ans même que j'ai commencé vraiment à accepter mon afro. Parce que je me souviens que j'étais sur... je cherchais en fait, je me suis dit j'ai conscience que là, à force de lisser mes cheveux, ça les abîme. Donc, je sais qu'au moins, ils sont pas éternels, ils vont pas repousser aussi vite que d'autres. Donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches et je suis vraiment tombée par hasard sur le blog de Black Beauty Bag, Fatou Ndiaye. Qui vraiment, c'est une des premières, si ce n'est la première blogueuse noire, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que dès que je suis arrivée sur son blog, tu la vois, elle, en en-tête, avec un afro énorme. Et j'étais là, punaise, mais c'est magnifique en fait, c'est juste ça que je veux. Et c'est là que j'ai commencé à m'accepter. Et puis, avant, il y avait quand même eu d'autres personnes, même des actrices que je voyais, Aïssa Maïga et Laosan, il y avait beaucoup de gens. Donc déjà, je me disais, il y a un peu plus de personnes là qui me ressemblent. Donc potentiellement, je peux faire ça. Potentiellement, mon physique peut être intégré dans ces milieux-là. Mais avant ça, c'était très compliqué. Et c'est hyper compliqué quand t'es noire et que tu grandis dans les années 2000. Enfin, moi, j'ai grandi fin années 90, années 2000. Et j'avais vraiment la sensation de me raccrocher en fait, à des figures, me raccrocher à des chanteuses de R&B aux États-Unis, bien évidemment, à quelques actrices de sitcom aux États-Unis, encore une fois, parce qu'en France, c'était vraiment vide. Mais pareil, de un, c'était aux États-Unis, et de deux,
il y avait quand même quelque chose d'assez lointain parce que c'était quand même des femmes qui étaient beaucoup plus claires que moi de peau, qui avaient aussi beaucoup les cheveux lisses, et donc forcément je me disais mais elle est plus claire que moi, et puis elle a les cheveux lisses, moi j'ai pas les cheveux lisses, donc il y a quand même quelque chose qui me manque, et donc ça a été hyper difficile de pouvoir m'identifier à quelqu'un. J'avais l'impression de même pas être une femme en fait, de même pas être une fille, et j'avais aussi l'impression d'être vulgaire parce que forcément comme je suis foncée de peau, j'avais la sensation d'être vulgaire. Fou, ça. Ouais. Et que je pensais que je pouvais porter n'importe quoi. On allait me trouver vulgaire, et donc forcément, je surperformais ma féminité parce que, bien évidemment que je me suis prise quelques insultes comparées à des hommes, etc. Et le truc, c'est que ensuite, les réseaux sociaux sont arrivés. Black Beauty Bag, comme tu l'as dit, Fadili, est arrivé. Et puis il y a eu plein de femmes, que ce soit des influenceuses, que ce soit des artistes aussi, des actrices. Et moi, il y a toujours un point Aya Nakamura quand je parle, mais pour moi, quand Aya elle est arrivée... Tu l'as interviewée plusieurs fois d'ailleurs. Oui. mais tu m'as stalké, Anna. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais Aya, c'est vraiment... j'ai eu l'impression de me voir. En fait, parce qu'on a là une femme noire foncée de peau qui change de coupe de cheveux quand elle le veut, qui s'excuse pas d'être là, et pour moi ça a été une révolution de voir qu'elle était là, qu'elle restait là aussi, et de voir qu'elle pouvait être considérée comme un canon de beauté malgré aussi tout le cyberharcèlement, tout ce que tu veux, mais en fait moi j'avais pas d'Aya quand j'étais petite, j'avais rien. Mais justement, quand tu parles t'as eu une très forte identification quand le personnage d'Aya est arrivé, vraiment personnage médiatique incarné, etc. Est-ce que du coup, les critiques que reçoit Aya, elles viennent aussi te toucher en plein cœur avec cette identification? Bien sûr, parce que on sait très bien ce que ça veut dire quand on critique Aya, et on sait très bien pourquoi on la critique. C'est un très bon red flag en vrai de demander aux gens ce qu'ils pensent d'Aya Nakamura. C'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur test. Si la personne répond mais elle est vulgaire, pourquoi elle est vulgaire? Vas-y. Dis-moi. S'il parle de la manière avec laquelle elle parle, etc. Mais sur le point de vue très physique, tu vois, elle est foncée, elle est grande, elle porte, comme certaines personnes le disent, des faux cheveux. Donc, elle représente pas la féminité classique, la féminité douce, ce qui est censé représenter la femme française, la parisienne, tout ce que tu veux. Tout ça. Voilà, qui ne fait pas d'efforts. Non, elle est trop maquillée. Et alors elle est noire, et alors et ça fait du bien, tu vois. Mais le truc, c'est que quand elle est critiquée, forcément, on sait pourquoi. Et les gens prennent pas mal de détours en parlant de vulgarité. Oui, mais elle a un look, on dirait qu'elle vient des quartiers. Non, dites très sérieusement pourquoi, et on sait pourquoi. Et comment on corrèle du coup le fait que des figures comme ça, et à chaque fois des femmes non blanches, se fassent taxer de vulgaire dans un contexte où la tendance du moment, c'est la clean girl era? Et même avant. C'est-à-dire en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne que la féminité, c'est une construction sociale. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la féminité, c'est vraiment une espèce d'idéal qui a été forgé pour que toutes les femmes, en fait, y aspirent sans jamais y arriver. Alors, il a été forgé avec une vraie proximité avec la blanchité, donc avec l'idée de la femme blanche européenne. Avec une certaine... la femme qui est toujours mince, qui ne vieillit pas, qui a l'air très, très élégante, sans faire d'efforts, ce que tu disais, donc cette image de la parisienne. Mais en fait, c'est un idéal qui est impossible à atteindre. Et si on essaie de le faire, on a la garantie de ne jamais avoir de sérénité d'esprit. Et plus on en est éloigné, en fait, plus on subit une pression qui nous conduit effectivement à adopter des comportements potentiellement toxiques, parce que, en fait, on peut même avoir... être dans une démarche de destruction de son corps pour arriver à cet idéal. Et donc tout ce qui s'affranchit de ça, moi je pense que ce qui déplaît aussi chez Aya Nakamura, c'est le fait qu'elle se trouve belle. C'est ça. Ça se voit, elle se trouve belle, elle se kiffe, et les gens sont révoltés qu'elle ose en fait se trouver belle dans un contexte où elle n'est pas censée l'être. Et parce que en fait, ce que souvent arrive à faire cette forme de pression, c'est à nous faire douter de nous-mêmes. Et en fait, si tu n'arrives pas avec une forme de fragilité dans ton identité et de doute,
t'es considéré comme remettant en question tous les équilibres que la féminité traditionnelle est censée construire. Et je crois vraiment, Aya Nakamura, ce qui insupporte tout le monde, c'est son assurance. De voir une femme noire avec ces traits-là, avec ce look-là, avec cette manière de parler, ne pas avoir honte d'être qui elle est, imposer son style, imposer son verbe, c'est insupportable. C'est vraiment ça. Il y a une journaliste belge qui s'appelle Myriam Leroy, je voyais ses stories aujourd'hui où elle disait en fait je vais arrêter de faire genre de douter de mon talent journalistique, enfin je fais ça depuis des années et j'ai l'impression que les gens le prennent super mal quand je ne doute pas et exactement. En fait il y a un moment et effectivement sur les femmes et plus particulièrement une femme noire, t'as vraiment ce truc où il y a une injonction à l'humilité en fait. Plus qu'à l'humilité, il y a deux choses. Il y a une injonction à l'humilité et une injonction à la gratitude. C'est-à-dire que tu devrais être content d'être là. Moi, je sais que y a un truc. Dans mon métier, moi, ça fait. J'ai commencé à la fin des années 2000 à faire de la télé. Et à débattre dans des espaces qui étaient encore très très masculins. Enfin, vraiment, être une femme débatteuse en 2009, c'était déjà très très rare. Mais c'est pour ça que quand on te voyait, on était genre on se fait les compiles et tout ça. Merci. Donc avec un vrai sentiment de solitude en tant que femme et encore plus en tant que femme noire et en plus jeune et je faisais pas mon âge. Donc le fait d'arriver dans cet espace-là en étant sûre de moi, parce qu'en fait moi je me disais si je suis là, j'ai pas moins de raison de me sentir légitime que les gens qui étaient autour de la table. Et en fait, ça énervait et ça insupportait mes interlocuteurs. Et vraiment, je voyais dans leur regard et dans leur réponse mais pour qui elle se prend. C'est vraiment l'insolence. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir débattu avec Henri Guénaud, qui était l'ancien porte-parole l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Donc à l'époque de Nicolas Sarkozy. Moi, je suis plus âgée que vous, donc moi j'ai commencé à travailler sous Sarkozy. Et moi, j'ai connu Ravenne dans le Cosby Show quand elle était toute petite. Elle avait 3-4 ans. Donc vraiment. Par contre, donne-nous le secret de la skincare parce que le glow est incroyable. Les larmes de haters. Merci. Meilleur hydratant. Le glow est incroyable. Merci. Et donc, en fait, je faisais un débat avec lui et moi j'étais, je suis revenue sur le fait qu'il avait été auteur du discours de Dakar, qui est un discours extrêmement raciste qu'avait énoncé Nicolas Sarkozy au Sénégal à Dakar sur les Africains. Et donc je parlais vraiment en étant très très sûre de mon propos et je te jure, il voulait me frapper, ça se voyait. Il était super énervé et à un moment donné, il m'a dit Madame, vous avez bien de la chance que la décence ne m'autorise pas à vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Il était furieux, mais vraiment, tu sais, comme dans les dessins animés quand elle a la fumée qui sort des oreilles. En fait, pour lui, c'était inconcevable qu'une femme qui lui paraisse en plus particulièrement jeune vienne en fait le clasher. Parce que, et moi, j'étais sûre de mon fait. Et donc, le fait de ne pas arriver en disant tout d'abord, je voudrais remercier la République de m'avoir accordé le droit de parler français. Déjà, d'arriver pas dans cette posture, c'est déjà trop, quoi. Et je pense qu'effectivement, le fait de sentir bien dans son corps, on revient à cette idée de corps, mais je me permets de revenir là-dessus. Moi, je reçois énormément de critiques sur mes looks qui sont censés en fait m'invalider intellectuellement. Parce qu'en fait, quand t'es une femme intellectuelle, tu dois être sapée de manière sinistre, quoi, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. En fait, non, mais je pense qu'il y a aussi du mal à te voir rencontrer du succès et de la reconnaissance de l'industrie de la mode et de la beauté. On va pas les citer, mais on sait que la plus grande marque de beauté, qui a plein de petites marques en France, t'invite à tous ces défilés, te maquille, te machin. Enfin voilà, il y a aussi une célébration de toi et de qui tu es. Et potentiellement, ça emmerde pas mal de monde. Mais j'aimerais bien revenir avec toi, de toute façon, Rokhaya particulièrement, mais pas que, sur ce que c'est qu'avoir de la visibilité dans son travail et qu'est-ce que la notoriété fait à la vision de soi en tant que femme. Rokhaya, tu parlais de quand on est à la télé et qu'on se retrouve confronté à des interlocuteurs qui jugent en fait sur la féminité, sur les looks, sur la jeunesse, etc. Moi, j'aimerais savoir toutes, parce que vous êtes toutes des personnes visibles, que ce soit sur les plateaux télé, les plateaux ciné, les clips, les réseaux, enfin tout. Ça fait quoi d'avoir son corps qui est en permanence scruté en tant que femme? Une soufflame. Je pense que, tu vois, concernant, par exemple, je vais prendre l'exemple des Vixen encore une fois parce qu'il est le plus significatif. Pour moi, quand une Vixen décide de faire ce métier-là, elle fait ce qu'on appelle un suicide social. Puisque quand on décide de montrer son corps dans un clip de rap à côté de jeunes de banlieue qui sont vraiment considérés comme étant une sous-culture
pour la plupart des médias bien pensants, tu vois. C'est un art dégradant. Le corps de la femme noire, le corps de la femme arabe, le corps avec des formes, tout ça, c'est des choses qui sont hyper sexualisées, qui sont considérées comme sales, etc. Tu prends un shooting avec la même lumière, etc., avec une modèle blanche, jeune, filiforme, crois-moi que le résultat sera considéré comme artistique, sensuel. Et une femme noire, comme je l'ai dit dans le livre, c'est considéré comme ne correspondant pas à l'image de la marque. C'est ce qu'ils te disent quand, par exemple, tu envoies un casting et qu'ils te disent non, mais là, les profils que tu as choisis, ça correspond pas à l'image de la marque, tu vois. Je peux citer, franchement, ça a été le cas pour des castings que j'ai fait pour les Galeries Lafayette ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est des pratiques qui sont banales. Et souvent même, tu sais, parfois, c'est même des personnes racisées elles-mêmes qui sont à ces endroits de décision et qui ne s'interposent pas, tu vois. Faut aussi, des fois, faire le choix de refuser de travailler pour pouvoir justement rester fidèle à nos valeurs. Mais parfois, ça nous coûte beaucoup. J'ai eu parfois beaucoup de rappeurs, même noirs, qui me disaient je veux pas d'une Renoir sur ce clip, ou même un rappeur arabe qui me dit je veux pas d'une Rebeu pour ce clip-là. C'est aussi difficile de combattre les nôtres, mais pour reprendre le fil de ta question... Mais pourquoi les hommes font ça? Parce que je me souviens d'une tendance, alors je vais pas savoir la date exacte, mais sur Twitter, dans les années, milieu des années 2010, vers 2015, comme ça, il y avait des hommes noirs qui avaient lancé une trend, c'était tout est noir sauf nos meufs. Et ça participe à quoi, en fait? Que des hommes maghrébins rejettent les femmes maghrébines, tout en portant au nu les femmes blanches, ou que des hommes noirs parce qu'on rejettent partage la même noirs. éducation, donc c'est un reflet de miroir, tu vois. Oui. Ça, on remarque excuse-moi. Sur Twitter depuis longtemps, c'est pour ça. C'était vers 2017, par là. Mais je suis pas Dans les commentaires, de toute façon, on voit qu'on se fait plus critiquer par des gens de notre communauté souvent. En tout cas pour ma part, quand une femme, quand je mets des photos où j'étais un peu dénudée ou quoi sur mes tafs, franchement, c'était vraiment la plupart, c'était des gens de ma communauté. Et bien sûr, après les commentaires, en fait, tout s'entremêle. Je pense que c'est ce que je dis dans le bouquin. Il y a face à la haine de la femme libre et tout, tu vois, toutes les opinions politiques, tous les masculinistes convergent vers nous. Sur ça, ils sont d'accord. Exactement. Ils peuvent être d'accord sur rien, mais sur nous haïr, ils sont d'accord, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'il faut s'affranchir de tout ce que les autres peuvent penser de nous. Et quand on se fait belle, etc., c'est comme elle disait Marilyn Monroe, on se fait belle pour se regarder quand tu passes devant la vitrine d'un magasin et te trouver canon toi-même, en fait. Je pense que c'est bien prétentieux pour les hommes de croire qu'on se met encore du rouge à lèvres pour leur plaire à eux. Franchement. Et je pense que dans cette haine, en fait, il y a une aspiration aussi à la blanchité, en tout cas à la proximité, c'est-à-dire que la féminité blanche, c'est la féminité idéale, et le fait de la promouvoir ou de s'en rapprocher, ça permet aussi de se revaloriser socialement, c'est-à-dire que quand tu as à ton bras la femme, entre guillemets, qui est considérée comme étant la plus convoitée, et ben ta masculinité est renforcée, et elle devient aussi un critère, en tout cas, elle te permet de renforcer ton statut social, quoi. Et pour répondre à ta question de ce que ça fait d'être visible, en tout cas, moi, ce que j'ai compris très vite, ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, je m'étais pas vraiment pensé comme un sujet politique la première fois que j'ai fait de la télévision, et je me suis rendu compte des réactions positives que suscitait mon apparition, parce qu'en fait, très rapidement, j'ai commencé à faire des chroniques donc à la télé à l'époque, et j'ai reçu des courriers de personnes noires qui me disaient c'est la première fois que je vois une personne noire foncée avec des cheveux crépus et un nom africain venir dire quelque chose de sérieux à la télévision. Et en fait, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte du fait que, indépendamment de mon propos, ma simple présence avait une signification qui me dépassait. Et c'est complètement fou parce que, en fait, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé les débats, la tentation que j'ai eue, c'était vraiment de me conformer au code. Donc avec la petite veste noire, la petite chemise blanche, vraiment. Et finalement, en réfléchissant et en me voyant sur un plateau, même si tu fais un zoom très très lointain, tu vois que moi, parce que franchement, j'ai pas du tout la même couleur que les autres. Et du coup, je me dis, quitte à être visible, autant assumer les grosses boucles d'oreilles, assumer les tenues colorées, etc., etc. Et d'une certaine manière, c'est devenu ma silhouette et ma marque de fabrique. Et donc moi, j'ai fait en tout cas de ma visibilité le support de mon expression et de mon affirmation. Et je me rends bien compte que ça a une signification au-delà de ma seule personne, parce que je sais que je représente plus que moi-même. Donc c'est à la fois une forme de pression parce que je parle pour moi, mais en même temps une forme de fierté parce que je suis vraiment... Moi, pour le coup, j'ai grandi dans les années 80. J'avais même pas l'espoir de voir quelqu'un qui me ressemble, parce que le Cosby Show, c'est déjà arrivé à la fin des années 80. Donc moi, petite, j'imaginais même pas une seconde que ce soit possible qu'une personne me ressemblant existe à la télévision. Donc
nécessairement tu vas dans ton imaginaire. Et aujourd'hui, me dire que c'est possible, je pense à la petite fille que j'étais et qui aurait été sans doute ébahie de voir quelqu'un qui lui ressemble, encore une fois, indépendamment de la qualité de mon propos. Et surtout que du coup, tu réalises que tu as probablement été une des pionnières de ça en France et que tu as entraîné plein d'autres femmes dans ton sillage, en fait. T'as ouvert une brèche, quoi. En fait, c'est bizarre de se dire ça, mais parce que c'est pas une période si lointaine, mais c'est vrai qu'après plus de 15 ans de télévision, ça fait 16 ans même maintenant, je vois aujourd'hui des gens qui étaient enfants quand j'ai commencé, qui me disent, certaines personnes qui parfois sont en école de journalisme, qui me disent que m'ayant vu étant enfant, a rendu possible le métier de journaliste, alors que c'était pas quelque chose de concevable. Et c'est hyper touchant. Et vraiment, ça donne beaucoup d'espoir, mais ça dit aussi beaucoup de choses sur le modèle. Et je pense que tout autour de la table, où qu'on soit, on incarne quelque chose pour les générations à venir. Christelle, toi en tant que journaliste noire également, quel est ton regard sur ce que vient de dire Rokhaya ? C'est clair que déjà moi Rokhaya, je la voyais à la télévision quand j'étais petite. Pardon. Mais non, mais fangirl constant ce plateau. mais oui. Non mais donc forcément on est toujours l'exception, tu sais. Enfin, il y a toujours ce truc d'exceptionnalité où forcément il y a un gros poids qui est sur notre tête. C'est que on ne va pas se représenter que soi-même, on va aussi représenter toutes les autres, représenter toutes celles aussi qui nous regardent, toutes celles qui apparemment s'inspirent de nos parcours, s'inspirent de ce que l'on dit à la télévision ou à la radio ou sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien, c'est qu'au moins aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en école de journalisme en 2017, j'étais la seule, pas de ma promo, mais de l'école entière. J'étais la seule à la fois personne racisée et à la fois femme noire. Et je sais qu'aujourd'hui, dans les promos, il y en a pas mal. Même sur les réseaux sociaux, des journalistes qui sont autodidactes, qui n'ont pas forcément eu accès aux écoles reconnues, qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer une école, etc. En fait, il y en a beaucoup. Après, ce qu'il faut, c'est que forcément, on se fasse des petites passes décisives, etc., ce qui existe. Mais moi, je milite tellement pour que on soit plein. Enfin, vraiment, moi, dès que je peux pousser quelqu'un, je le fais parce que, en fait, c'est dur, quoi. Moi, à l'époque, en école, je trouvais ça très dur. Rokhaya, j'ose même pas imaginer ce que ça a pu être, en fait, pour toi d'être. Moi, je suis un peu arrivée par hasard sans savoir où j'allais. Moi, j'ai pas du tout fait un parcours classique de journalisme. Moi, je travaillais ailleurs et en fait, j'ai été invitée dans une émission et c'est comme ça que j'ai été identifiée. Mais moi, j'ai fait des études de droit. Donc, je suis un peu j'ai eu la chance d'entrer dans le journalisme par la grande porte. J'ai travaillé directement pour RTL à l'époque, qui était la première radio de France, et pour Canal. Donc j'ai pas eu conscience en fait du caractère vraiment exceptionnel de mes accès. Mais c'est vrai que j'ai fait le choix. J'ai eu la chance d'interviewer chacune d'entre vous dans différents espaces, de faire de chacun des espaces que je créais la possibilité de donner la parole à des gens dont le propos comptait et qui incarnaient physiquement aussi quelque chose de différent.